Bonjour à tous et bienvenue dans cette 25e édition des Ateliers républicains, organisée en collaboration avec Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue. Nous recevons aujourd'hui Galia Kerman, historienne, journaliste et éminente spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Elle nous parlera de la nature du régime poutinien qu'elle analyse dans son ouvrage récent, Le Livre noir de Poutine. Un temps de réponse à vos questions est prévu à l'issue de son intervention. Nous vous invitons à les écrire dans le chat. Gérard, je te cède la parole pour ton propos d'introduction. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour à tous. Bonjour à Arié, à Pauline, donc, à Sarah, à Charlotte, à Greg, à Lionel, à Alexandre, et bienvenue à Galia. Dans ses essais sur le monde du crime, Varlam Shalamov, 18 ans déporté dans le goulag, auteur des incontournables récits de la Kolyma, interpellait la littérature progressiste russe, tout comme occidentale. Pour l'inclinaison de cette littérature apparaît la pègre d'une auréole romantique, se laissant séduire par son clinquant de pacotille. Sans discerner le véritable et répugnant visage de cet univers, celui que Shalamov avait côtoyé dans les camps sibériens. Cette propension, mélange d'indulgence idéaliste et de fascination névrosée, trouve son caractère programmatique chez l'anarchiste Netchaïev et son catéchisme révolutionnaire lorsqu'il affirme l'impératif pour les révolutionnaires de s'unir au milieu sauvage des bandits, ce véritable et unique milieu révolutionnaire de la Russie. Cette connivence et ces porosités n'ont jamais quitté le modus operandi et les schèmes mentaux de la Russie léniniste. Celle des tchéquistes, de Félix Dzerzhinsky, dont Solzhenitsyn, dans l'archipel du Goulag, s'interrogeait rhétoriquement sur qui des tchéquistes ou des truands avait déteint sur les autres, un peu à la manière dont Hannah Arendt avait, elle, émis l'hypothèse que les nazis s'étaient enseignés en imitation des gangsters nord-américains. Celle de la Russie stalinienne, du nom du secrétaire général du parti, Joseph Staline, dont l'historien britannique Simon Sebag Montefiore a établi de façon documentée la jeunesse déjà criminelle dans son jeune Staline, prémisse à son exercice futur du pouvoir. Montefiore énumérant le rôle de Staline dans les hold-up, les rackets de protection, les extorsions, les incendies criminels, les actes de piraterie, les délations à la police tsariste de ses camarades de parti qui ne lui convenaient pas, les meurtres. Staline qui traitait les dirigeants mencheviks de youpins circoncis et définissait la gratitude comme, dixit, une maladie canine. Et puis celle maintenant de la Russie poutinienne, selon le nom que les politistes lui ont donné, différente du socialisme bureaucratique d'antan et imbibée d'une identique brutalité. Une Russie où ex-KGBistes et crimes organisés se sont initialement unis pour mettre la main sur l'économie de l'ex-Union soviétique en s'arrachant les grands consortiums d'États de l'économie soviétique démantelée. Mais pas seulement, quelques chiffres. L'Institut de sociologie de Moscou, en 1993 déjà, révélait que 45% des nouveaux entrepreneurs étaient d'anciens officiers supérieurs du KGB. En écho à la même période, Louis Freire, patron du FBI, affirmait que la plupart des mafieux russes sur le territoire des États-Unis étaient d'anciens membres du KGB. En 1997, les cartels criminels de Russie disposaient de plus de 45% du PIB du pays. Moscou possédait 152 casinos, le double de Las Vegas. Interpol estimait qu'à Moscou, Saint-Pétersbourg et Vladivostok, 80% des restaurants, commerces, banques, entreprises industrielles étaient soumises aux rackets et que 70 des banques étaient la propriété du crime organisé. La chose passa inaperçue sous les radars de l'entendement de la gauche progressiste et de la droite libérale. Malgré l'effondrement du régime, une manière de persistance rétinienne assurait dans l'espace public des sociétés occidentales la persistance sur le nom de Russie de ce que François Furet nommait le charme universel d'octobre, de la prise du palais d'hiver, et ajoutons, car cela compte aussi, de la défense du verrou de Stalingrad en 1943 et de la prise de Berlin en 1945, indéniable événement.
Vous devinez alors la difficulté à se faire entendre de ceux qui vécurent sous le socialisme réel, de ceux qui, depuis des années, alertaient sur la réalité de ce qui se redisposait et redistribuait en Russie. Ils avaient les informations au plus près et quand ils ne les avaient pas, ils avaient acquis l'oreille fine. Je n'en nommerai qu'un, Kasparov, dont le livre rédigé en 2014 laissant autant patois d'actualité que de ne pas avoir été pris suffisamment au sérieux. Mais ils sont nombreux et quelques-uns des plus exposés ont été assassinés. Une difficulté à se faire entendre semblable à celle que rencontraient ceux qui dénonçaient les camps du Goulag au temps de Staline. Notons que dans le même moment du début des années 90, quelque chose de similaire, mais peut-être moins désordonné, se produisit en Chine, lorsque le pouvoir communiste passa à alliance fondamentale avec les principales triades. Deng Xiaoping, en 1984, avait déclaré qu'il y avait aussi des patriotes dans les triades. 9 ans plus tard, soit en 1993, le ministre de la Sûreté, Tao Tzin-Chu, recevait les dirigeants de Sun Yat-sen, la principale d'entre elles. Une même indulgence complice n'allait pas moins, en fait, du côté, cette fois, des grands acteurs du marché capitaliste qui ne voyaient pas dans la kleptocratie russe installée depuis la chute de l'URSS et la violence de l'accumulation primitive du capital par la privatisation-pillage des édifices économiques du pays, autre chose que ce que furent les Robert barons de l'Amérique du XIXe siècle. Robert Baron, l'expression est née dans la presse américaine autour de 1870, ces hommes d'affaires riches et puissants qui mettaient la main sur les ressources nationales, contrôlaient les hauts fonctionnaires, payaient des salaires de misère, écrasaient leurs concurrents par tous les moyens pour créer des monopoles. Ces barons voleurs dont les galeries de portraits racontent combien, à la période sauvage de l'accumulation primitive du capital, ceux-ci ne laissaient rien à manquer en matière de corruption, d'escroquerie, de soudoiement, de meurtre, d'arrogance, de mégalomanie, de mépris des gens du peuple. La loi, je m'en moque de la loi, j'ai le pouvoir, non, déclarait en condensé un d'entre eux, Cornelius Vanderbilt. Thorsten Veblen en avait tracé un portrait éloquent dans la classe de loisirs montrant les similarités mentales, posturales et ostentatoires de cette classe de loisirs avec le lumpenprolétariat, occasion de toutes les porosités. Du moins, après cette période initiale, une fois l'accumulation primitive réalisée, la plupart de ces détenteurs espéraient-ils d'un retour au droit civil, d'une stabilisation démocratique qui leur profite, mais aussi profite à tous. Certains même ne manquant pas par la suite de payer une dette philanthropique sous forme par exemple de fondations et de financement d'universités, et parmi certaines des plus prestigieuses des États-Unis. Mais si quelques oligarques semblent avoir suivi un même chemin, ce n'est pas une économie démocratique de marché qui a pris ses marques en Russie. Avec son besoin d'état de droit qui assure la validité des contrats, qui se soutient d'une justice indépendante, d'une presse relativement autonome, de syndicats indépendants. Au moment où la pacification des mœurs voyous aurait pu advenir en Russie, une camarilla mixte de criminels et de membres des services secrets prit en affermage le pouvoir avec toutes les ressources et savoir-faire d'une gouvernance de Forban. Le monde russe se découpa entre les hommes de proie et le reste des hommes, les caves. Varlan Chalamov nous en a décrit encore que la fourberie des premiers ne connaissait pas de bornes. Je le cite, « Car à l'égard des caves, c'est-à-dire du monde entier hormis eux-mêmes, il n'y a d'autre loi que celle de l'arnaque, et tous les moyens sont bons, flagornerie, calomnie, promesse. Le mensonge, la fausseté, la provocation à l'encontre du cave, quand bien même on lui devrait la vie, tout cela est non seulement dans l'ordre des choses, mais c'est même un titre de gloire, une loi de la pègre. » En écro, par imprégnation et délaissement, la société devint, dans tous les secteurs de la vie professionnelle, militaire, familiale, de plus en plus violente. J'ai le souvenir d'un documentaire de ces années-là, dû à Vitaly Kanevsky, ça s'appelait « Nous les enfants du XXe siècle ». On y entendait des gamins des rues de Moscou rêver de devenir plus grands racketteurs. Et par ailleurs, à la même période, une psychologue éducatrice avait constaté l'apparition de nouvelles ambitions enfantines, tueurs à gages. Sigmund Freud évoquait la nécessité pour la psychanalyse de faire attention à ce qui est laissé pour compte
à faire attention aux rebuts négligés par l'entendement mainstream. Ernst Bloch, le philosophe qui scruta au plus près la montée du nazisme dans des chroniques de référence pour l'art de la mise au jour, recommandait dans Spuren, Traces, de prendre garde précisément aux petites choses, de ne pas les perdre de vue, ces choses qui apparaissent de côté, des avertissements déjà présents qui prennent de petits événements pour trace et pour exemple. Si nous appliquons la recommandation de ces deux-là sur quelques signaux de la période actuelle, écoutons. N'est-ce pas Kadyrov qui appelait à transformer les Ukrainiens supposés nazis en engrais? N'est-ce pas Alexandre Douguine qui définissait les Ukrainiens comme une race de bâtards qui a émergé des bouches d'égout, qui proclamait la nécessité de nettoyer l'Ukraine des idiots, qui affirmait que le génocide des crétins est nécessaire et inévitable? N'est-ce pas à Moscou qu'on jetait non dans des brasiers, mais dans de gigantesques cuvettes de toilettes construites pour l'occasion des œuvres stipendiées décadentes préalablement déchirées? N'est-ce pas le ministre des Affaires étrangères russe qui, en mars 2022, usant de l'argot des truands, ironisait en Dogwisch sur le coq gaulois? Le coq est un symbole national des Français et les Français font souvent le coq, se gossait-il. À savoir qu'en argot des truands en Russie, coq désigne l'homosexuel dit passif, ce qui, en signalétique des triants, le voue à la réduction en esclavage, à être violé et soumis à toutes les brimades. Je tiens ces quelques exemples de l'ouvrage co-dirigé par notre invité d'aujourd'hui qui a été cité tout à l'heure par Pauline. C'est ce même ministre qui avançait il y a un moment qu'Hitler avait des origines juives et qui se trouvait il y a moins d'un mois en Afrique du Sud, rappelant sous le titre du journal Le Monde, selon le titre du journal Le Monde, oui même Le Monde, la proximité entre Moscou et Pretoria. Bon, je vais vous dispenser des différentes diatribes, attaques philippiques qui fusent de différents secteurs de l'establishment russe contre les Juifs actuellement, mais peut-être par contre vaut le coup d'être rapporté cette tirade du président de la Russie d'octobre 2018 qui déclara qu'en cas de conflit nucléaire, l'agresseur de la Russie mourrait sans avoir le temps de repentir. Les Russes, eux, n'auraient rien à craindre. Nous irons au paradis en martyrs. Ce n'est pas Ahmadinejad ou Al-Banna qui parle. Peut-être vaut aussi la peine de faire mention du nombre de mortelles défenestrations et suicides supposés qui touchent divers membres de l'oligarchie depuis quelques mois. Défenestrations, suicides qui ne devraient pas nous faire advenir un sourire de non-dupe, mais plutôt gravement nous aviser sur l'état de violence usagère qui semble régler les différends au sein même du groupe des possédants. Enfin, il y a ces échos d'emplois, de crématoires mobiles qui suivraient les troupes russes afin de faire disparaître les corps déjà des combattants russes eux-mêmes pour en cacher le nombre de tués et pour ne pas avoir à payer des pensions à leurs veuves et enfants. La chose est encore à authentifier. L'exactitude ou pas de cette rumeur se saura bien un jour. Mais en complément au sort fait aux populations civiles ukrainiennes, elle est potentiellement congruente avec le traitement du soldat russe par ses chefs militaires et les dirigeants du pays. Simple viande bouchère. Prise dans la même logique chosifiante que les enfants envoyés par les mollahs par vagues durant la guerre Iran-Irak pour ouvrir, en explosant dessus, des chemins dans les champs de mines irakiens. Gamins jetés à la mort avec accroché au cou une clé de plastique censée leur ouvrir le paradis. Congruente encore avec les boucliers humains derrière lesquels se dissimulent et s'abritent les clans et gangs terroristes à Gaza. Mais aussi bien, en une consonance d'un même esprit du crime générique, les résidents morts par dizaines de milliers des immeubles effondrés dans les tremblements de terre en Turquie en 1999 et en 2023, immeubles dépourvus de moyens de prévention sismique car produits du blanchiment d'argent mafieux dont les promoteurs n'ont que faire de la sécurité des caves qui les habitent. Connivence, circularité et réplication de similaires langages mentaux. Connivence, circularité et réplication également de schèmes mentaux indépendamment des sémantiques contingentes au paysage historique et idéographique qui les distinguent. Elles n'ont pas besoin de s'imiter, leurs variations d'inventivité narrative sont limitées par les affects qui les portent. Connivence de proximité, de schèmes mentaux qui, plus forts que les idéologies d'affichage, agrègent encore en complices et maillent en réseau, Russie, Iran, Chine, Corée du Nord, Venezuela,
manœuvres navales conjointes, Corée du Nord et Iran fournisseurs d'armement de base à la Russie, Iran se faisant des alliés à Caracas et Pékin, et déjà l'Afrique du Sud annonçait dans les réseaux demain d'autres États africains et d'autres nations sud-américaines, et sûrement associés Hamas, Hezbollah, Fatah, FPLP, rivaux parfois d'intérêts locaux, mais qu'on passe assurément du même bloc de mentalité. À cette aune, il est par anticipation envisageable qu'à un moment, l'antisionisme antisémite puisse devenir leur pierre d'angle commune. Ce n'est en tout cas pas une alliance des anti-impérialistes nord-américains promue comme une alliance pour un plus de justice soi-disant anticapitalistique, comme elle s'affiche et comme les idiots complices veulent le croire. C'est à contrario celle d'une hubris de puissance barbare, avec la force, la brutalité, la fraude, la duperie comme moyen d'expression et de réalisation qui est installée et en marche. On a cru qu'avec l'effondrement des régimes du socialisme réel, la fin de la dite guerre froide pouvait même être annoncée la fin de l'histoire. Fukuyama en 92. On n'a pas voulu voir qu'une nouvelle ligne de fracture courait le monde et traversait les villes, les États et les continents. Entre cultures démocratiques, pourvu que celles-ci ne confondent pas les libertés positives et les libertés négatives, ainsi que les distinguait Ishaya Berlin, liberté positive de la responsabilité, de faire bien quelque chose de bon, et liberté négative de la licencieuse absence d'entrave. Et puis culture mafieuse au développement inexorablement totalitaire, lorsque l'esprit du crime s'entrelace à des idéologies massifiantes et s'en habille pour ne pas sortir nu, religieux, nationalistes, socialistes, toutes à vocation expansionniste et impérialiste. J'ai cité Freud. Pour le citer encore, cette fois, dans son Malaise dans la culture, il y opposait en conclusion de son essai deux forces immortelles, Eros et Thanatos, élus métaphoriquement au rang de puissance céleste, appelant l'Eros éternel à faire l'effort de s'affirmer dans son combat contre son adversaire tout aussi immortel. En additif à l'écho des bruits et braillements de son temps, il ajouta en 1931 une phrase en avertissement. Mais qui peut présumer du succès et de l'issue? Une leçon de lucidité qui n'est certes pas réconfortante. Je ne sais pas si une nation ukrainienne, dense, solide, arrimée autour d'une communauté de destin et d'une unité de langue, ainsi que Victor Adler définissait une nation, existait pleinement en ce sens auparavant. Des plus savants, dont notre invité, en ont pris les mesures justes et peuvent nous éclairer là-dessus. Mais il est bien clair que ce qui s'est constitué en Gésine avant février dernier semble s'être indubitablement établi maintenant, une nation ukrainienne paramétrant son identité en agrégation aux marqueurs de la démocratie. Eros contre Thanatos, vélos contre féroce, pugnacité de vie contre férocité morbide, démocratie avec ses défauts et ses faiblesses contre totalitarisme avec ses gabegies et ses effrois. Tel est l'enjeu qui se dessine et se solidifie en chemin depuis une année de combat aux confins de l'Europe. Mais qui, au final, peut présumer du succès et de l'issue? Pour sonder davantage la question et l'approfondir, nous recevons donc aujourd'hui Galia Ackerman. Elle est née en Union soviétique. Pour l'anecdote, nous nous sommes découverts bien des toponymes en commun de nos histoires familiales dans ces territoires. Partie avec sa famille en Israël, elle a fait sa thèse d'histoire ici à Paris, à la Sorbonne. Elle est la rédactrice en chef du média en ligne Desk Russie. Elle a publié de nombreux ouvrages, seule, en tandem ou en collectif. Le dernier paru, déjà évoqué, mais que j'ai plaisir à reciter, le livre noir de Vladimir Poutine chez Perrin et Lafon, co-dirigé avec Stéphane Courtois, est une somme de textes documentés particulièrement utiles, tapant aux bons endroits pour nourrir notre information et éclairer notre réflexion. Nous pouvons l'entendre assez fréquemment sur des chaînes d'information continues. La voix de Galia a été là coupée trop souvent à notre gré par des animateurs qui n'ont de repère pour le temps de parole accordé que la durée du débit d'un slogan publicitaire. C'est l'occasion aujourd'hui pour nous de lui offrir, pour notre plus grande curiosité, intérêt et élévation, un temps de développement de ce qu'elle a à nous enseigner et sur quoi nous alerter. Galia, c'est à vous. Pardon. Bonjour. Je suis ravie donc de pouvoir parler aujourd'hui, de m'avoir invitée. Gérard a déjà dit beaucoup de choses sur le régime Poutine.
Et moi, je vais parler en effet de l'essence de ce régime, se concentrant sur plusieurs aspects qu'il n'a pas justement évoqués. Et avant de parler de l'essence du régime de Poutine, j'aimerais parler d'autre chose, parce que, vous savez, il n'y a pas de régime très autoritaire ou totalitaire qui ne sont pas acceptés par la population. On voit que dans les pays où ce totalitarisme se produit, il y a une adhésion très élevée de la population justement au pouvoir avec ses thèses, son idéologie, etc. Aujourd'hui, nous le constatons par exemple en Corée du Nord, où il y a le culte de la personnalité depuis des dizaines d'années, de dirigeants successifs. Et apparemment, ce n'est pas seulement la peur qui fait la population réagir comme elle réagit. Et donc, par rapport à la Russie, je vais parler de ce que j'appelle la matrice impériale, c'est-à-dire quelque chose qui, en fait, est inculqué aux enfants russes depuis des siècles pour en former donc des citoyens imprégnés de l'idée de la supériorité de l'Empire, de la civilisation russe et même de la langue russe. D'où d'ailleurs cette défense assez frénétique et absolument pas indispensable des russophones. Je pense que les Américains ou les Britanniques n'auraient pas eu l'idée de défendre les anglophones où que ce soit. Mais en Russie, c'est un point essentiel. Donc, en quoi consiste cette matrice impériale? En fait, l'État russe, la Moscovie à l'origine, a commencé à s'élargir sérieusement sous Ivan le Terrible, qui a conquis différents territoires, comme par exemple le Kazakh, et qui était, on peut dire, le premier impérialiste russe, avec l'idée d'unir les terres russes, de combattre la fronde des boyards, et donc c'est pour ça qu'on l'appelait le Terrible, parce que pour lui, l'idée de l'unification et d'élargissement des terres russes était beaucoup plus importante que les moyens auxquels il accourait, c'est-à-dire la terreur pure et simple. On évoquera aussi les tsars, les empereurs comme Pierre le Grand, qui a ouvert, dit-il, la fenêtre sur la Baltique, mais en fait, il a conquis une partie qui appartenait aux pays scandinaves. Au XIXe siècle, c'était le tour du Caucase et de l'Asie centrale. Et à chaque fois, il y avait cette idée que l'élargissement était naturel parce que la Russie était un empire du bien qui apportait l'orthodoxie, qui élargissait le champ de l'orthodoxie, même s'il n'y avait pas de conversion forcée, mais le fait d'établir des églises, ça rendait ces terres appartenant à la Russie, qu'on appelait souvent la Russie sainte. Cette idée purement impérialiste, ou impériale, si vous voulez, a changé, a cédé la place à une autre idée au XXe siècle, l'idée communiste. Mais là, pareil, la Russie restait, selon ceux qui étaient porteurs de cette idéologie, la Russie restait à l'avant-garde de l'humanité. C'est elle qui devait ouvrir la voie au reste de la population. Je vous rappelle que les premiers dirigeants soviétiques, Trotsky en particulier, croyaient en révolution permanente qui allait embraser toute l'humanité. Et il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, cet élargissement de
de l'idée communiste s'est fait, bien sûr, pas volontairement, mais avec la conquête par l'armée soviétique, l'armée rouge, mais la moitié de l'Europe est devenue socialiste. Il y a eu des mouvements communistes dans d'autres pays, particulièrement en Chine. Et donc cet élargissement du territoire régi par les régimes communistes, ça signifie aussi la croissance de l'influence de la Russie sur la scène internationale. C'est ça qui en faisait en fait le pays qui était considéré comme l'antithèse en quelque sorte aux États-Unis, parce que l'URSS était pas forte économiquement, mais possédait l'arme nucléaire et possédait cette primauté dans la diffusion de l'idée communiste, aussi des idées d'anticolonialisme, etc. C'est-à-dire que là, de nouveau, la Russie jouait le rôle du guide, en quelque sorte, de l'humanité en opposition à l'Occident. Maintenant, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore une idée nouvelle ou peut-être la combinaison d'un certain nombre d'idées anciennes, parce que le pivot de la nouvelle identité russe, c'est la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, la victoire à laquelle on donne une signification symbolique très élevée, c'est-à-dire ceux qui ont gagné et ont combattu donc le nazisme, qui est considéré comme le plus grand mal du XXe siècle, se considèrent automatiquement comme les porteurs du plus grand bien, une fois pour toujours. Et c'est cela, cette victoire et le fait d'avoir vaincu l'hydre du nazisme, donc donne à la Russie aussi le droit de défendre ses droits partout dans le monde. Maintenant, à cette idéologie qui était tout à fait élaborée, on peut dire, sous Poutine, s'ajoute encore maintenant avec la guerre contre l'Ukraine. Donc c'est de nouveau la lutte contre le soi-disant nazisme, mais aussi quelque chose qui doit rendre cette supériorité russe plus attractive pour les autres peuples du monde, c'est les relents anticolonialistes, c'est-à-dire c'est la propagande russe qui œuvre contre l'impérialisme occidental, même s'il appartient au passé, qui permet en partie à la Russie d'avoir de la compassion de plusieurs pays africains et ceux d'Amérique latine, l'anti-américanisme et l'anticolonialisme. Voilà, donc c'est cette société qui est pénétrée par la matrice impériale, encore une fois, qui justifie tout élargissement de l'Empire, tout regain de son influence sont considérés comme positifs, quel qu'en soit le prix. C'est cette société que Poutine a pu travailler à fond en éliminant les voix de l'opposition. Nous passons maintenant, proprement dit, au régime de Poutine. Et bien sûr, il faut dire quelques mots de Vladimir Poutine lui-même, qui a façonné avec d'autres personnes, mais c'est quand même c'est son régime, qui a façonné ce régime pendant plus de 20 ans maintenant. S'il y a une matrice impériale qui est présente dans la plupart des Russes, dans Vladimir Poutine, ce qui est surtout présent, à part la matrice impériale, c'est aussi la matrice du KGB. KGB est son alma mater, KGB est son horizon, et KGB est aussi à l'origine de ces traits, non pas de caractère, mais des traits qui sont visibles
dans son exercice du pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'on apprend au KGB? Au KGB, on apprend à manipuler les gens, on apprend à les dompter par divers moyens. Ça peut être le chantage, ça peut être la peur, donc intimidation, ça peut être aussi des choses plus positives comme aide dans la carrière ou l'appât du gain. Et donc, tout ça, Poutine l'a appris à la perfection. Il était aussi bien dans sa jeunesse, les premières années au KGB, il était affecté justement au service qui s'occupait plus particulièrement des dissidents. Il a participé aux perquisitions, il a participé aux arrestations, il a participé à toutes sortes d'opérations qui visaient à prévenir et empêcher toute manifestation par les dissidents. Ensuite, il a eu l'école d'espionnage et manipulation plus fine des gens. Ces talents-là, il les a déjà exercés à Dresde, où il s'occupait notamment à enrôler, donc à faire collaborer des industriels occidentaux qui venaient à Dresde et dans d'autres villes de l'ex-RDA pour, par exemple, des expositions industrielles, etc. Si vous voulez, il était tout à fait prêt par son école KGBiste pour ensuite œuvrer, si l'on peut dire, à la mairie de Saint-Pétersbourg. Il était l'adjoint d'Anatoly Sobchak, qui, lui, était un vrai démocrate, mais je pense que le vrai rôle de Poutine, ce n'était pas tellement d'être à ses côtés que d'être à ses côtés pour mieux le surveiller. Vladimir Poutine n'a jamais rompu réellement avec le KGB, ce qui a rendu possible aussi son retour dans cette organisation, pas pour une période très longue, mais en 1998, il a été quand même nommé, malgré son grade pas très élevé, il était lieutenant-colonel, à la tête du FSB. FSB, c'est une autre appellation du KGB à l'époque post-soviétique, services fédéraux de sécurité. Et donc, cette matrice KGBiste s'arrangeait aussi, Gérard en a parlé longuement, avec des pratiques mafieuses. Je remarque d'ailleurs que, par exemple, chez Hitler, dans son entourage, la rapine, notamment le pillage des biens juifs, mais pas seulement, s'arrangeait complètement avec une vraie idéologie. Ce n'était pas la pure rapine pour la rapine. Il y avait une idéologie du Troisième Reich et la rapine était la pratique concomitante. On peut dire la même chose, malheureusement, de la Russie actuelle. Parlons maintenant peut-être donc de la période où Poutine arrive au pouvoir. Quels sont les objectifs de Poutine quand il arrive au pouvoir? Je pense que rétroactivement, on peut dire qu'il a toujours voulu faire ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire une grande guerre contre un pays indépendant, ayant pour objectif de le soumettre et de l'inclure dans l'empire restitué et donc élargi. Les objectifs qui se sont manifestés dès l'arrivée de Poutine au pouvoir ont été doubles. D'une part, restauration de l'empire. Il a toujours regretté et considéré que c'était la tragédie la plus importante du XXe siècle, l'éclatement de l'Union soviétique, qui a laissé 25 millions de citoyens russes
dans les républiques devenues indépendantes. Donc, restauration de l'Empire, mais aussi la restauration de l'influence russe. Parce que, comme je l'ai déjà dit, l'influence russe dans le monde, elle était énorme à l'époque soviétique. Bon, c'était l'URSS, c'était pas la Russie. Mais cette influence a volé en morceaux avec l'éclatement de l'Union soviétique et l'effondrement de l'idée communiste. Donc, il est question maintenant de restaurer cette influence, de devenir l'un des principaux acteurs dans le monde, peut-être en alliance avec la Chine et certainement contre les États-Unis. Maintenant, si Poutine a parlé très tôt de la restauration de l'Empire, restauration de l'influence, a réellement commencé après le discours de Poutine en 2007 à Munich, où il a s'est prononcé pour la fin du monde qu'il appelle unipolaire, c'est-à-dire le monde dominé par les États-Unis. Depuis, c'est une ligne directe qui s'est soldée, par exemple, un peu de temps avant le début de la guerre actuelle, par des ultimatums à l'OTAN et aux États-Unis en demandant que l'on revienne à l'état avant 1997, c'est-à-dire avant l'élargissement de l'OTAN, pour restaurer un équilibre, entre guillemets, en Europe. Parlons maintenant des moyens qu'a utilisé Poutine pour de nouveau en venir là où il se trouve maintenant. Il a commencé par la guerre tchétchène d'une part, qui a montré déjà la couleur, comme quoi Poutine ne tolérerait jamais le moindre écart parmi les républiques autonomes. Il a toujours été obsédé par les idées que la Russie ne peut que s'élargir, jamais se contracter. Donc, l'indépendance de la Tchétchénie était quelque chose qui était pour lui totalement exclu. Tous les moyens étaient bons à détruire le pays, à tuer 10% de sa population, au nom donc de cette unité. Mais bien sûr, la guerre de Tchétchénie n'a été qu'un volet de son action. Il faut dire qu'il a commencé l'étouffement des médias dès son arrivée au pouvoir, en prenant très rapidement le contrôle de deux plus grandes chaînes télé du pays et en forçant les oligarques qui en étaient propriétaires ou actionnaires majoritaires à s'exiler à l'étranger. C'était donc deux juifs, dont l'un était aussi le président du Congrès juif russe, donc Berezovsky non, c'est Goussinski. C'est Goussinski qui était le président du Congrès juif russe. Ensuite, il a commencé à mettre au pas des oligarques en faisant une action spectaculaire contre l'homme le plus riche de la Russie, Khodorkovsky, qu'il a fait envoyer pour 10 ans au Goulag et en démantelant aussi sa société pétrolière extrêmement prospère, Yukos. Ensuite, et donc c'est là que en fait les oligarques ont perdu l'essence de ce qui les faisait appeler oligarques, parce que selon la définition, oligarque est un homme très riche, multimillionnaire ou milliardaire, qui a aussi une influence politique ou médiatique. Vous voyez, même chez nous, certains magnats des médias comme Bolloré pourraient s'appeler oligarques. Mais en Russie, à partir de l'incarcération de Khodorkovsky, il n'y a plus d'oligarques. Il y a des hommes très riches et Poutine les aide à s'enrichir encore davantage, mais à condition qu'ils ne jouent plus aucun rôle politique et qu'ils donnent de l'argent quand il faut pour des actions de l'État
On l'a vu par exemple pendant les Jeux olympiques qui ont été à Sochi, qui ont été plus ou moins entièrement financés par les oligarques. C'est toujours la politique donnant-donnant. Les gens qui sont fidèles à Poutine et qui lui sont utiles, il leur permet un enrichissement pratiquement illimité. Il y a peut-être aussi une certaine ristourne. Par exemple, il fait passer une commande d'État portant sur parfois des milliards de dollars à l'un de ces soi-disant oligarques. Et bien sûr, une partie est rétrocédée et envoyée sur des comptes de Poutine disciplinés dans différents paradis fiscaux qui ne sont pas toujours à son nom. Je pense que même systématiquement, ils ne sont pas à son nom, mais il faut rappeler que c'est un homme qui pèse entre 100 et 200 milliards de dollars. Donc, encore un moyen, donc il y avait étouffement des médias, mise au pas des oligarques, redistribution des richesses dont on a déjà parlé, et bien sûr, c'est ça qui a été aussi mentionné par Gérard, c'est les assassinats ciblés qui ont été pratiqués tout le long de la période poutinienne et qui continuent à ce jour. On connaît les cas les plus célèbres comme Anna Politkovskaya, comme Litvinenko, comme la tentative d'empoisonner Navalny, mais en fait, il y a eu des dizaines, peut-être des centaines d'autres assassinats, souvent maquillés en suicide, quelqu'un qui tombe par la fenêtre, etc. Maintenant, ça c'était, donc quand on pense à ces deux objectifs que j'ai déjà mentionnés, il faut bien sûr mentionner la réforme militaire parce que l'intervention en Géorgie a montré que l'armée russe, bien sûr, elle a gagné, c'est pas très difficile contre un pays de 3 millions d'habitants, mais qu'elle n'était pas assez préparée, assez bien équipée. Donc, il y a eu une longue réforme militaire qui visait à rendre l'armée russe plus opérationnelle et plus mobile et plus moderne. Cette réforme a plus ou moins réussi jusqu'à ce que, à la place des manœuvres à grande pompe, on a vu cette armée dans la vraie guerre avec l'Ukraine et on a vu que la réforme militaire n'a pas été suffisante pour que cette armée puisse devenir réellement fonctionnelle, motivée et gagnante. Parallèlement, Vladimir Poutine a procédé, en particulier à partir de 2012, à la militarisation des consciences. Ça, c'était quelque chose de très important. On a introduit donc le culte de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et on a commencé à parler systématiquement de la guerre à venir. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, on a préparé l'opinion publique à l'idée que le 21e siècle sera un siècle de la lutte pour les ressources, de la lutte contre l'influence occidentale. Et à partir de 2014, on parle ouvertement que tôt ou tard, ça pourrait devenir une guerre nucléaire et que dans cette guerre, les États-Unis seront perdants. Ce culte, cette militarisation des consciences commence assez tôt. Actuellement, en Russie, il y a une organisation de jeunesse où les enfants sont admis à partir de l'âge de 8 ans qui s'appelle Jeune Armée, Yunarmia en russe, où chaque unité, si on peut dire, de cette jeune armée se trouve sous la tutelle d'une unité de l'armée et cette unité les associe aux entraînements, les guide dans les camps d'été, on apprend le maniement d'armes et surtout c'est une imprégnation patriotique. Et donc ça donne aussi le culte de la victoire.
Maintenant, on comprend pourquoi ils ont fait un tel accent sur la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, parce que, en fait, l'une des phrases clés, l'un des slogans était « Nous pouvons répéter cela ». C'est-à-dire, puisque une fois nous avons gagné, nous avons occupé la moitié de l'Europe, nous avons occupé l'Allemagne, une partie de l'Allemagne, etc., nous pouvons le répéter. Nous pouvons, encore une fois, s'il le faut, aller se battre contre l'Europe dégénérée, délétère, etc. Et donc, on a commencé avec ce culte des soldats morts, et maintenant, avec cette opération militaire qui a probablement produit des ravages quand même en Russie, on parle de 200 000 morts ou incapacité permanente. Il y a un culte aussi de la mort, parce que c'est la mort pour la patrie qui est glorieuse, alors que la pulsion de vie, c'est quelque chose de pas très important, comme a dit l'un des propagandistes du régime, Vladimir Solovyov. Chez nous, le prix de la vie humaine est grossièrement exagéré. L'Église orthodoxe joue un rôle très important dans cette militarisation des consciences. C'est le patriarche Kirill, ancien agent du KGB d'ailleurs, qui dit maintenant dans ses prêches que c'est bon de mourir pour la patrie, que c'est un héroïsme et que cette mort héroïque, elle efface tous les péchés que la personne ait pu commettre, et donc la personne va droit au paradis. C'est absolument, ça correspond absolument pas à la doctrine chrétienne, mais il faut dire aussi que dans des prêches, certains hiérarques de l'Église orthodoxe parlent non pas de l'enseignement de Jésus qui était un enseignement d'amour, mais du livre de Josué, qui est probablement le livre le plus horrible en quelque sorte de l'Ancien Testament, où on prêche la destruction totale du pays de Canaan et l'élimination physique non seulement de ces populations, mais même du bétail. C'est-à-dire, il faut faire une tabula rasa pour ensuite occuper le Canaan, ce qui était le sens l'entrée dans la terre promise. Maintenant, sur cela se superpose aussi la réforme constitutionnelle qui, en fait, permet à Poutine d'accéder à partir de 2024 à encore 2 mandats. Donc, s'il n'est pas intéressé par la maladie en coup d'État, il va rester au pouvoir jusqu'à 2036. Et enfin, le dernier, donc pour la politique intérieure, c'est l'étouffement de toutes les résistances par la fermeture de toutes les ONG plus ou moins nuisibles. Maintenant, disons quelques mots avant de finir pour les visées du régime Poutine à l'étranger. On a eu la guerre de Géorgie, au cours de laquelle la Géorgie a perdu 20% de son territoire. Et c'est aussi Poutine qui a pu casser le régime du président Saakashvili et qui a cédé le pouvoir de façon tout à fait démocratique, parce que ce régime actuel, il est entièrement contrôlé par Vladimir Poutine, par l'intermédiaire d'un oligarque qui a fait toutes ses richesses en Russie, Bidzin Ivanishvili, et qui possède 34% du PIB géorgien est entre ses mains. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, l'annexion de la Crimée en 2014, et
les combats dans le Donbass qui ont été initiés, on le sait très bien, fomentés, initiés, soutenus, etc., par la Russie, donc les deux soi-disant républiques populaires de Donbass. Ensuite, il y a eu l'intervention en Syrie. Ensuite, il y a eu une intervention pas très réussie en Libye. Ensuite, il y a eu plusieurs interventions des milices Wagner en Afrique qui, notamment, comme vous savez, ont mis fin à la présence des troupes françaises, par exemple, au Mali. Ensuite, il y a eu cet attisement de la lutte anticoloniale. Poutine a même organisé un sommet des pays de l'Afrique à Sochi il y a quelques années pour mobiliser, sinon le soutien direct, au moins ces pays, quand il y a des votes à l'ONU, par exemple, pour condamner l'agression russe, il y a beaucoup de pays qui s'abstiennent. Et ça, c'est grâce à cette politique soi-disant anticoloniale, progressiste, etc., mais qui, en fait, le centre de cette politique, c'est de proclamer que toutes les idéologies, tous les systèmes politiques se valent. La démocratie est égale à l'autocratie, l'esclavage est égal à la liberté, etc. Et donc, chacun est cordonnier chez soi. C'est ça le monde multipolaire que Poutine veut instaurer tout en aidant les régimes les plus abjects comme Cuba, Venezuela, Corée du Nord, la Biélorussie, l'Iran, la Syrie. Donc, et puis, il y a encore quelque chose dont il faudrait dire quelques mots, c'est que pendant très longtemps, la Russie, depuis très longtemps, achète non seulement les dirigeants occidentaux, les anciens dirigeants occidentaux, comme c'était le cas le plus évident de Schröder, mais il est loin d'être le seul, en créant tout un tissu de complicité et aussi de corruption dans les pays occidentaux. Et je pense que c'est le sursaut actuel qui peut-être permettra aux pays occidentaux de se ressaisir et de combattre ce fléau qui est à la fois l'influence sur les réseaux sociaux, les fabriques de trolls, l'ingérence dans les élections, etc. Mais aussi, encore une fois, l'achat direct et l'implantation au sein des sociétés occidentales, au sein des banques occidentales, au sein des entreprises occidentales. Les gens qui mènent de façon discrète la politique pro-russe qui affaiblit l'Occident. Voilà, c'est peut-être ça le visage du régime Poutine aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de la guerre actuelle et de ses objectifs, tout simplement parce que je pense qu'on en parle du matin au soir depuis un an, et donc nos auditeurs sont assez compétents sur ce point, mais je répondrai bien sûr très volontiers à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Galia. En vous écoutant, on entend d'abord une profondeur de l'histoire, en effet, à commencer par celle d'Ivan le Terrible, qui installa aussi l'esclavage. Ça me rappelle, en vous écoutant, ça me rappelle ce que Custine rapportait dans ses lettres de Russie en 1839, parti là-bas pour défendre le monarchisme contre la démocratie, comme il en est revenu avec un texte éblouissant de critique du régime tsariste et avec des propos et des formules qui, à l'époque où je le lisais, pouvaient être absolument appliqués au régime de Brejnev. C'était encore l'époque du régime de Brejnev, à l'époque où j'ai lu Custine. Et donc, il y a une profondeur. En effet, je pense que
Néanmoins, j'insiste sur le fait qu'il y a un modus operandi des schèmes mentaux, c'est-à-dire par l'anthropologie des mœurs, qui a une criminalité des mœurs, aussi bien de forme KGBiste que de forme criminelle au sens strict du terme, qui a envahi les pratiques sociales et les échanges sociaux, si on peut dire échanges encore, dans la société. Et évidemment que c'est confluent et favorisant et peut-être appelant des formes de massification. Et or, les formes de massification qui sont celles du totalitarisme, c'est à la fois celle de l'exaltation collective nationale, ce fantasme de moi idéal, le pan-germanisme ou le pan-russisme, etc. En même temps, simultanément, et on a vu ça aussi en Russie, c'est ce que la Boétie, dans le discours de la servitude volontaire, pointait à propos de Cyrus et des Lydiens, c'est-à-dire qu'une des bonnes façons aussi d'avoir la paix et de ne pas avoir de conflits sociaux, c'est d'enliser tous les plaisirs humains dans une espèce de narcose, de consentement hébété quand Cyrus imposait les bordels, les jeux et autres distractions de taverne à la population pour la tenir. Et la Boétie avait une expression pour dire ça, il disait que c'était la meilleure garnison que celle de l'épée. Et on a vu ça avec la force par la joie en Allemagne, avec le tourisme de masse et avec les organes de presse qui ressemblaient, ou plutôt dont les définitions de TF1 ressemblaient beaucoup à la presse grande populaire de l'époque des années 30 en Allemagne. Et on a vu ça avec les cartels de Medellín, qui s'assuraient la tranquillité en distribuant un certain nombre de plaisirs et de jeux et de protection sociale à la population de Medellín, et on le voit en Russie de la même façon. Donc il y a ces deux choses-là, et c'est vrai que les images qu'on voyait des années 2000, 2010 de la Russie, il y avait un semblant de plaisir kitsch, mais qui avait l'air d'emporter l'adhésion des populations avant même celle de la massification par le moi idéal pan-slave. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, dans ce que je vous écoute là, et de tout ce que vous nous livrez, c'est quand même qu'il y a une tempête qui se lève. Et que c'est ça dont il faut arriver à prendre conscience. On vit dans des sociétés qui sont des sociétés particulièrement somnolentes, sinon somnambules. Et alors, on a l'impression un peu que ça se lève, aussi le réveil. Espérons que ça ne sera pas qu'un œil qui s'en trouve pour se refermer tout de suite, mais il y a une tempête qui se lève, c'est ça que vous nous dites là. Écoutez, je pense que la tempête, si elle se lève, elle ne viendra pas du petit peuple, parce que le peuple, après 20 ans de propagande, d'une part, est suffisamment lobotomisé, et d'autre part, il y a quand même une sorte de patriotisme dont la source est justement cette matrice impériale, pour que beaucoup de gens disent « Moi, je ne comprends pas bien pourquoi on fait cette guerre, mais si on l'a fait, de toute façon, je suis avec mon pays. » Vous voyez? Et quand même on enterre les morts, parce qu'il y a pas mal de morts qui peut-être sont enterrés ou brûlés même en Ukraine pour que ces gens passent pour des disparus. Mais ça ne génère pas jusque-là une colère, mais plutôt une sorte de, même chez certaines mères, une sorte de fierté. Et c'est cette fierté que Poutine a expliquée, par exemple, aux mères des soldats morts sur le champ de bataille, en disant ce sont ceux-là qui ont véritablement vécu. Parce que ce n'est pas la longueur d'une vie qui fait sa valeur, mais le pourquoi de cette vie. Donc, je crois qu'on est encore très loin, d'autant plus que la répression est très sévère,
d'un soulèvement populaire, il n'y a aucune organisation, aucune ONG, aucun parti politique qui puisse porter cette contestation. Vous voyez, tout a été lissé et anéanti. En revanche, je pense que le premier cercle de Poutine, d'une part frappé par les sanctions, par le gel de leurs avoirs, par même dans certains cas l'expropriation des avoirs, comme c'est le cas de M. Abramovich en Grande-Bretagne, dont on a saisi presque 3 milliards d'euros et que l'État britannique veut simplement donner à l'Ukraine. Donc ça, sûrement, ça ne plaît pas trop aux oligarques, ça ne plaît pas trop, cette guerre, au bloc économique parce qu'ils voient que les sanctions frappent de plus en plus. Et on a vu, par exemple, un acte quand même de résistance parce que le gouvernement de Poutine a déclaré, par exemple, en grande pompe, qu'il allait demander aux sociétés russes florissantes, sociétés économiques, bien sûr, les entreprises, etc., de faire un don volontaire au budget qui maintenant est déficitaire à cause des mesures prises par les Occidentaux dans le secteur pétrogazier. Et le président de l'association des industriels russes a dit non, nous n'en avons pas les moyens, basta. Et donc maintenant, le gouvernement est en train de voir comment il peut introduire un impôt spécial sur les plus riches, parce que jusque-là, les impôts, c'était le taux unique, 13% pour les femmes de ménage, 13% pour les sociétés qui gagnent parfois des milliards de dollars par an. Donc maintenant, ils sont obligés, et ils sont toujours vantés de ce taux unique comme une mesure très libérale, eh bien, ils seront obligés de faire ça, mais le fait de ces industriels de résister, ça me semble important. D'un autre côté, il y a peut-être aussi une résistance dans l'armée, parce que, oui, Prigojine, avec ses milices Wagner, a réussi à occuper quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres carrés en Ukraine, mais le fait qu'il s'est propulsé trop en avant déstabilise l'armée, et l'armée, généralement, peut-être n'était pas très contente de commencer même à mener cette guerre parce que les militaires savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner. Et donc, il y a pas mal de possibilités dans l'entourage de Poutine pour qu'il soit renversé. Oui, pardon Galia, merci de toutes ces informations. En fait, je ne pensais pas qu'il y avait une tempête en Russie qui allait se lever contre Poutine, je pensais qu'il y avait une tempête qui se levait dans le monde du fait de Poutine. C'était plutôt ça, mais ce n'est pas grave. Il faut… Je crois qu'il y avait des questions, oui. Et peut-être qu'on va passer à des questions venant de vos auditeurs. Très bien. On a une question pour vous, Galia. Poutine est-il en train de devenir apocalyptique? Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Vous savez, l'opposant actuel, qui a été donc cet oligarque dont j'ai parlé, Mikhail Khodorkovsky, a publié il y a quelques jours un article où il dit que seul le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale et la victoire dans cette guerre peuvent mettre fin au régime Poutine. Poutine, certainement, essaiera d'aller jusqu'au bout parce qu'il n'a pas où reculer. S'il est reconnu faible, si son armée est vaincue, certainement, elle va perdre le pouvoir, voire la vie. Il craint d'ailleurs, d'après diverses rumeurs, il craint d'être empoisonné, il craint d'être tué,
il voyage dans un train blindé, il prend même pas l'avion. Il passe la plupart de son temps complètement isolé et en parlant avec les gens à qui il doit parler par écran interposé. C'est-à-dire, ça prend des traits paranoïaques, comme souvent chez les dictateurs. Donc, encore une fois, je pense que oui, il peut y avoir un complot pour qu'il tombe, mais s'il ne tombe pas, s'il reste au pouvoir et si les militaires continuent à lui obéir, tout est possible. On n'est pas au risque nucléaire zéro et on n'est pas au risque zéro d'un embrasement et en tout cas d'entrer dans la guerre de certains autres pays ou l'élargissement du conflit de la part de Poutine sur d'autres pays. Voilà, on est dans une situation dangereuse. C'est la fuite en avant qu'il ne peut plus arrêter, Poutine. Arié, tu veux intervenir? Quelqu'un d'autre veut intervenir? Non, je peux. Évidemment, énormément de questions me viennent à l'esprit, surtout après la conférence de Munich, où on a l'impression qu'il faut que l'Ukraine gagne, mais que la Russie ne perde pas. Ça paraît assez contradictoire. Et puis, la question que je me pose, finalement, est-ce que les Occidentaux prennent vraiment la mesure de la personnalité de Poutine et de la menace de ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine, ou est-ce qu'on est encore dans cette espèce de vision un peu munichoise, j'ose pas dire les choses comme ça, mais est-ce que nous ne sommes pas encore à répéter les mêmes erreurs? Vous savez, la personnalité de Macron fait que ses déclarations, depuis un an déjà, sont souvent contradictoires. Il a dit une chose à la conférence de Munich, à savoir qu'il faut que l'Ukraine gagne, mais dans son avion de retour, il fait un entretien que nous connaissons, Figaro et plus d'autres médias, où il dit qu'il faut que l'Ukraine gagne, mais que la Russie ne perde pas. Bien sûr, c'est pas totalement absurde, je dirais. En fait, notre objectif n'est pas de conquérir la Russie. On n'a pas cet objectif de guerre. On a l'objectif, la victoire de l'Ukraine, à savoir que l'armée russe soit éjectée de tous les territoires illégalement conquis qu'elle occupe actuellement. Voilà, ça c'est notre. Mais une fois qu'on aura repoussé l'agresseur, si ça se produit, nous n'avons pas la vocation, les Ukrainiens non plus, les Polonais, les Baltes et les autres non plus, nous n'avons pas la vocation d'occuper la Russie. C'est peut-être seulement dans ce sens qu'on peut trouver une cohérence entre ce qu'a dit Macron à la conférence, ce qu'il a dit dans sa conférence de presse. Mais il faut aussi savoir que si la Russie est repoussée jusqu'aux frontières de 1991, c'est déjà une énorme humiliation existentielle. L'annexion de la Crimée a galvanisé les troupes. Ils ont transformé maintenant la Crimée en une énorme base militaire. Je ne sais pas si c'est possible pour l'Ukraine, j'espère que si, mais je ne sais pas si c'est possible de reconquérir la Crimée, mais je ne sais même pas s'il est possible de reconquérir complètement le Donbass, parce que là aussi, vous savez, tous les pro-ukrainiens en sont partis depuis longtemps. C'est une population qui, elle aussi, est lobotomisée depuis 8 ans par la propagande, qui a été probablement pro-russe même avant les opérations militaires de 2014-2015. Donc, voilà, mais je pense que de toute façon, même si l'Ukraine revient aux frontières d'avant 24 février 2022,
ce sera déjà une très grande victoire pour l'Ukraine et ce sera quand même une très grande défaite pour la Russie. Donc, comment ne pas humilier la Russie? Personnellement, si on veut continuer à aider l'Ukraine pour qu'elle gagne, on va nécessairement humilier la Russie. Il faut être prêt à cela. Merci beaucoup, Galia. Pauline? Alors, je suis sincèrement désolée, Gérard, mais l'heure tourne, il va falloir conclure. Je vous redonne la main pour annoncer la prochaine édition et nous nous quitterons ensuite. Merci, Pauline. Eh bien, d'abord, merci, Galia. Merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence. La prochaine, Galia l'a d'ailleurs évoqué, des alliances que pouvait se chercher et se trouver la Russie dans les pays d'Amérique latine. La prochaine conférence aura lieu le jeudi 16 mars et nous recevrons Jacobo Machover, qui est un réfugié du régime cubain et un grand interrogateur et explorateur du du totalitarisme tropical. Merci à vous tous. Merci à tous et bonne journée.